Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie jouée à Riga en 1978 entre un certain Schwager et un autre certain Ackermann, qui sont des joueurs probablement très respectables mais que nous ne connaissons pas, en tout cas qui ne sont pas très célèbres. Et ici le trait est au noir. On vous invite à mettre en pause la vidéo comme d'habitude pour chercher par vous-même la solution. Et ensuite, Romu va nous dévoiler ce qui s'est passé dans cette partie. Oui, en effet. Donc, comme d'habitude, on va essayer de regarder un peu les choses qui attirent notre attention. Donc, la première, on voit que la tour noire est extrêmement bien placée sur la deuxième rangée, en E2. Elle a réussi à pénétrer dans le camp blanc. Donc, forcément quelque chose de sympathique. On note que le pion blanc s'est avancé en F3 aussi. Donc, chaque fois que le pion F s'avance, le roi peut s'avérer un peu plus faible, notamment sur la diagonale A7 G1. On pense aussi à la tour C8 qui est aussi bien développée en face de la dame. Il y a un vis-à-vis en face de la dame adverse, donc ça peut être intéressant. La dame E6 est aussi parfaitement placée puisqu'elle exerce donc une pression sur la colonne E en collaboration avec la tour et vise notamment la case E3 qui a été affaiblie par le pion F3 dont je parlais tout à l'heure. Le roi noir, lui, est en sécurité. On voit pas trop de problèmes. Le roi blanc, donc je l'ai dit, il a été un peu affaibli par cette avancée du pion F. Le cavalier en F6 et le fou en G7, pour le moment, sont développés de manière normale, mais ne participent pas particulièrement à une attaque quelconque sur le roi blanc. On note chez les blancs que le fou C1 est en C1, donc loin des événements et ne peut pas sortir pour l'instant. Le cavalier en B4 est également loin de son roi, donc expatrié sur l'aile dame. La dame C2 essaye de défendre avec la tour D2 la faiblesse de la deuxième rangée. Et donc tout ça pour dire que le roi blanc est un petit peu esselé. Il a bien sûr ses pions devant lui, mais quand même un peu esselé. Donc, comme d'habitude, on essaye de regarder les coups qui forcent la réponse adverse en priorité, donc les échecs. Et le premier coup qui vient à l'esprit, c'est le bon coup d'ailleurs, c'est dame E3 échec. Ok, après roi H1, comme j'ai très bien écouté ce que tu nous as décrit, j'ai compris que la dame et la tour luttaient sur la deuxième rangée, et du coup, automatiquement, j'ai envie de profiter de la première qui a été un petit peu abandonnée. Alors, est-ce que ce serait intéressant de jouer tour E1 pour essayer de faire un mat du couloir? Alors, effectivement, tu as bien fait de le préciser, la première rangée est un peu affaiblie, donc tour E1, c'est un coup qui peut venir à l'esprit, mais ici, les blancs peuvent défendre leur tour, soit par tour F2, soit par tour D1, c'est au choix. Et on voit pas trop de moyens de forcer la décision. En fait, tout est en ordre chez les blancs. En plus, maintenant, la dame se retrouve attaquée par le fou C1. Et on voit pas trop comment poursuivre. Donc, malheureusement, on n'arrive pas à exploiter la faiblesse de la première rangée par le coup tour 1. Alors, revanche, on va peut-être pas baisser les bras. On va essayer de trouver un autre moyen. C'est exactement ça, on vous le dit assez souvent, il faut s'entêter. Et donc le coup qu'il fallait avoir vu pour exploiter la faiblesse de la première rangée, c'est le coup dame F2. Donc on met la dame en prise, mais qui n'est pas vraiment prenable, puisque après tour prend F2, il y aurait tout simplement tour E1 qui ferait un joli mat du couloir. D'accord, donc une sorte de déviation. D'ailleurs, la faiblesse de la première rangée est très souvent reliée au thème tactique de la déviation, parce que souvent la première est faible, mais elle n'est pas totalement abandonnée, il y a toujours une tour qui traîne, et pour essayer d'exploiter cette première rangée, il faut penser à la déviation. C'est vraiment les deux thèmes sont intimement liés, on va dire. Donc ici, on voit qu'en plus d'avoir cherché la déviation de la tour F1, on a doublé sur la deuxième, on menace mat ici sur G2, donc finalement, les blancs n'ont pas trop le choix, ils sont obligés de jouer tour G1. Oui, exactement. Donc ça force un coup qui fait pas forcément plaisir, mais c'est le seul coup pour parer le mat en G2. Mais malgré cette position un peu resserrée chez les blancs,
on voit que le roi est coincé en H1, la tour en G1 ne fait que défendre le pion G2, la tour D2 et la dame C2 ne font que défendre la deuxième rangée, le fou C1 ne peut pas sortir, le cavalier B4 est éloigné, et malgré ça, on a l'impression que tout est en ordre chez les blancs, tout est bien défendu, on sent que la position noire a l'air plus agréable, mais on ne voit pas trop de moyens de forcer la décision par un coup direct. Et comme souvent c'est le cas dans ce genre de situation, ça veut dire que notre potentiel d'attaque n'est pas suffisant pour forcer la décision, et donc il faut faire intervenir un attaquant supplémentaire, puisqu'on ne peut pas enlever de défenseur. On voit la tour en G1 qui défend le pion G2, mais on ne peut pas la dévier, on n'a pas de moyen de l'enlever de la case G1. Donc il s'agit de faire craquer la défense en ramenant un attaquant supplémentaire. Et cet attaquant supplémentaire, c'est le cavalier, par le coup cavalier H5. Donc très étonnant, parce qu'on a une tour en prise, on avait a priori tout misé sur la première rangée, et puis finalement on met un cavalier au bord, ça paraît un peu mystérieux comme ça au premier abord. Alors quelle est l'idée ? Ouais, donc les noirs utilisent les grands moyens, puisque tu l'as dit, la tour en E2 est en l'air. On aurait pu s'attendre au coup précédent à un échange de tours en D2 et jouer une position juste un peu plus agréable. Et donc après, tour prend E2, donc les blancs acceptent forcément le cadeau. Les noirs jouent le coup surprenant cavalier G3. Ok, donc, alors, on est inspiré par le fait que le roi blanc soit étouffé par ses propres pièces, mais jusqu'ici ça reste encore mystérieux puisque c'est toujours pas mat. Il y a H prend G3. Oui, alors quel est l'intérêt d'avoir sacrifié ce cavalier? C'est qu'on a ouvert la colonne H. Et qui dit colonne ouverte dit pièce lourde, en particulier les tours. Et la tour C8, dont on vantait les mérites tout à l'heure sur le fait qu'elle était sur la colonne ouverte, se frotte les mains et commence à avoir des perspectives intéressantes. Et avec le coup de tour C5, on voit que la menace est tour H5 mat, un joli mat du couloir en fait, mais sur une colonne. C'est un peu plus rare. Et malheureusement pour les blancs, ils ne peuvent pas jouer G4, enfin ils peuvent le faire, mais en tout cas ça éviterait pas le mat, puisqu'après G4, pour empêcher tour H5, il y aurait dame H4 mat. Ouais, finalement, quoi qu'il arrive, une pièce lourde va arriver sur la colonne H, que ce soit la tour en H5 ou la dame en H4, et ce sera tout bêtement échec et mat. Donc une tactique assez riche quand même, hein, Romu, parce que ça commence par une idée d'exploitation de la première rangée, et puis tout à coup cette ressource cachée absolument, avec cavalier H5, qu'on n'avait pas vu venir finalement. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'utilisation des deux tours en fait, parce que la première tour en E2, on la voyait bien, elle était bien implantée dans le camp des blancs, et donc on avait pour idée certainement d'utiliser la faiblesse de la première rangée. Et ensuite, par magie ou par géométrie, la tour C8 intervient et on a l'impression qu'on a tenté un mat en tournant l'échiquier de 90 degrés, en faisant un mat sur la colonne, cette fois sur la colonne H, et en faisant, grâce à l'intervention du cavalier notamment, qui a permis l'ouverture de la colonne H. Donc effectivement, il fallait être assez imaginatif et ne pas avoir peur de sacrifier du matériel, puisque quand même on a donné la tour E2 notamment. Ouais, tour E2, cavalier G3, et à la fin on donne même la dame sur F2, donc on a donné beaucoup de matériel. Donc ici il y a deux enseignements, je pense. Le premier, c'est que lorsqu'on est à l'attaque, notre objectif final c'est de faire mat, donc il faut envisager absolument toutes les possibilités, être très ouvert d'esprit on va dire, et regarder dans toutes les directions. Et la seconde, elle est un petit peu plus technique, c'est que lorsqu'une tour s'est postée sur une colonne semi-ouverte, comme c'est le cas de la tour C8, son action ne va pas se limiter à la colonne finalement, et il est très fréquent d'imaginer comme ça un transfert horizontal ou latéral, vous dites ça comme vous voulez, mais voilà, une tour bénéficie en général, se trouve la plus active possible sur une colonne ouverte, mais parfois elle peut passer devant ses pions et faire le même genre d'action. Alors, sauf qu'au lieu d'être sur une colonne ouverte, on est sur une colonne fermée, mais étant passé devant le pion, la tour a quand même de l'activité. Donc une tactique qu'on espère enrichissante pour vous. Si vous avez trouvé tout ça, bravo, parce que c'était pas du tout évident. En plus, c'était quand même assez original. Vous avez probablement rarement vu de telles tactiques. Donc bravo si vous avez trouvé. On vous invite à commenter pour nous dire justement à quoi vous aviez pensé, si
si vous avez été suffisamment efficace pour trouver tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, donc à la commenter, à la partager auprès de vos amis. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour recevoir tous les jours votre exercice de tactique. Et on vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.